Ils m'ont dit qu'il s'agissait d'un simple travail de babysitting, consistant simplement à s'occuper de 2 enfants tranquilles pendant quelques heures, un moyen facile de gagner de l'argent. Mais ils n'ont jamais mentionné l'aile ouest verrouillée, la porte cachée derrière une étagère ou la pièce remplie de passeports, de photos de surveillance et de noms de personnes qui n'étaient jamais censées être retrouvées. Quand j'ai essayé de partir, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, j'étais surveillé. C'est alors que j'ai appris que tous les monstres ne se cachent pas dans l'ombre. Certains arborent le sourire, vivent dans des maisons luxueuses valant des millions de dollars et animent des émissions de télévision adorées par des millions de personnes. Avant, je pensais que le danger était bruyant, chaotique ou criminel. C'était quelque chose d'évident, quelque chose qu'on pouvait voir venir. Mais maintenant, je connais la terrifiante vérité, les choses les plus dangereuses dans ce monde sont souvent celles qui semblent tout à fait normales. Autrement dit, jusqu'à ce que vous ouvriez la mauvaise porte. Avant d'approfondir, prenez un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour rester informé des nouveaux contenus. Le travail m'est venu grâce à l'ami d'un ami, une opportunité facile et décontractée, rien d'extraordinaire. Ce n'était même pas un entretien officiel, juste un message rapide lors d'une discussion de groupe d'étudiants à la recherche d'un emploi. 1 minute, je faisais défiler les listes habituelles, et la suivante, quelqu'un m'a envoyé un message privé. Seriez-vous intéressé à faire du babysitting pour une célébrité de Las Vegas? Le salaire est en espèces, les horaires sont faciles, grande maison. Le nom qu'ils ont mentionné était Rick Harrison. Au début, je n'y croyais pas. Rick Harrison, la star de Étoile de Pion, la légende de la télévision pleine d'esprit connue pour son expertise en matière d'antiquité. Cela semblait ridicule. Mais après une recherche rapide et confirmation avec quelques photos, je ne pouvais pas le nier, même maison, même homme. Je me souviens avoir ri devant l'absurdité de tout cela. Vous plaisantez? Il a besoin d'une babysitter? J'ai tapé. La réponse ne s'est pas fait attendre, il y a des enfants dans la maison. Il voyage souvent. Il a besoin de quelqu'un de discret. Pas de drame. Le salaire est le double. L'offre était alléchante, $600 pour 4 heures, de 18h à 18h. À 22h tout ce que j'avais à faire était de m'assurer que les enfants mangeaient, finissaient leurs devoirs et étaient au lit à 21h. De l'argent facile. Je pensais que c'était trop beau pour le laisser passer. J'avais 23 ans, j'étais fauché et noyé sous les dettes d'études. $600 pour quelques heures de travail? Cela semblait être un travail de rêve, même avec quelques détails étranges. Ils m'ont dit de les retrouver aux portes du domaine jeudi soir. Pas de formulaire, pas d'entretien téléphonique, juste un message avec une adresse, un code pour la porte latérale et un avertissement, n'apportez pas votre téléphone à l'intérieur. J'ai haussé les épaules. Après tout, j'étais responsable, intelligent et désespéré d'argent. Quand je suis arrivé, le domaine était tout simplement immense. Des portes de sécurité, des caméras partout et une allée sinueuse éclairée par des lumières activées par le mouvement qui suivait chacun de mes pas. La porte d'entrée a été ouverte par un homme d'une 60aine d'années, non pas Rick, mais un homme qui s'est présenté comme étant Monsieur Weller. À ce jour, je n'ai jamais su si c'était son vrai nom. Téléphone, ordonna-t-il en désignant un tiroir verrouillé. Règle de la maison. Sans hésitation, je l'ai remis. Toute l'expérience ressemblait moins à un travail de babysitting qu'à une visite d'un manoir luxueux. Les sols étaient brillants, l'air sentait le citron et des œuvres d'art coûteuses ornaient les murs, principalement des portraits de personnages historiques et des pièces de monnaie stylisées. Mais le plus étrange était le silence. Les enfants étaient déjà assis sur le canapé au pas de non, juste une émotion. Un garçon d'environ 8 ans et une fille d'environ 6 ans. Ils ne parlaient pas, ne souriaient pas, ne me demandaient même pas mon nom. Le dîner est prêt. Il suffit de le passer au micro-ondes. Vous mangez ensemble, a déclaré Monsieur Weller. Pas de télévision après 7 heures. Ne montez pas, restez au rez-de-chaussée. N'ouvrez aucune porte fermée. Puis, il est parti. La soirée fut étrange, mais sans incident. Les enfants obéissaient à toutes les instructions, se déplaçant comme des automates. Ils mangeaient sans se plaindre, nettoyaient leurs assiettes et, à 20h55 précises, se dirigeaient vers leur chambre sans un mot ni une protestation. C'était robotique. Je restais sur le canapé, ne sachant pas quoi faire. Pas de télévision, pas de téléphone, pas de livre, juste le silence. J'ai donc décidé de nettoyer. Ce serait peut-être une belle touche, et peut-être qu'il m'inviterait à nouveau.
J'ai commencé à ranger, à essuyer les comptoirs, à organiser la table basse, à épousseter les plaintes. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué l'étagère dans le bureau. C'était énorme, du sol au plafond, rempli d'épais livres reliés en cuir qui semblaient intacts. Mais il y avait un coin qui ne s'alignait pas tout à fait. Un seul livre dépassait, à peine perceptible à moins que vous ne faisiez du rangement de manière obsessionnelle comme moi. Je l'ai attrapé et je l'ai tiré doucement. Il ne bougea pas, mais il y eut ensuite un léger clic métallique. L'étagère entière gémit, frissonna légèrement et s'ouvrit comme une porte cachée. Je reculai, le cœur battant. C'était réel. Une porte cachée. Tout comme quelque chose sorti d'un film. Derrière, se trouvait un couloir étroit et sombre, aux murs de béton nus et silencieux. Tous mes instincts me criaient de me retourner, mais la curiosité est souvent plus forte que la peur, surtout quand on pense être dans un endroit sûr. J'ai fait quelques pas hésitants en avant, le couloir menant à une petite pièce. Ce n'était pas plus grand qu'un placard, mais à l'intérieur se trouvait quelque chose que je n'oublierai jamais. Une table en métal, des classeurs, des étagères remplies de passeports étrangers, des centaines, certains avec des noms, d'autres sans. Il y avait des tas d'argent liquide, des liasses d'euros, de yens, de dollars américains et de pièces étrangères que je ne reconnaissais pas. Et puis, les photos. Des dizaines d'entre eux, des plans de surveillance granuleux de personnes au parking, entrées d'école, personnes entrant dans des bâtiments. Aucun des visages ne lui semblait familier. Certaines des photos portaient des notes griffonnées en dessous, déplacées, grottoées, dégagées. Je me suis figé. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des pas à l'étage, suivis du léger clic d'une porte qui se fermait. Quelqu'un d'autre était dans la maison. La panique m'envahit tandis que je reculais, le cœur battant. J'ai fermé la bibliothèque et j'ai couru vers la salle de bain des invités, verrouillant la porte derrière moi. Sans téléphone, sans moyen d'appeler à l'aide, j'ai essayé de calmer ma respiration. Cette nuit-là, tout a changé. Je venais pour un simple travail de babysitting, dans l'espoir de gagner rapidement de l'argent. Mais au lieu de cela, j'ai découvert une pièce pleine de secrets, des secrets que personne n'était censé voir. Et maintenant, je ne pouvais pas arrêter de les voir. Avant cette nuit, si quelqu'un m'avait dit que Rick Harrison, le même Rick de Étoile de Pion, pourrait être impliqué dans quelque chose de sinistre, j'aurais ri. J'avais grandi en le regardant à la télévision, son esprit vif, sa vaste connaissance des antiquités, sa façon de marchander. C'était le genre de gars que l'on imagine être votre oncle excentrique, toujours prêt à plaisanter et à faire un marché. Mais après être entré dans ce manoir, il n'a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu'il y avait une autre facette de Rick Harrison, une facette que les caméras n'ont jamais captée. Derrière des portes à triple verrouillage et des règles chuchotées, il n'était pas une adorable personnalité de la télévision. C'était quelqu'un de bien plus troublant. De l'extérieur, le domaine Harrison ressemblait à la quintessence du luxe, tentaculaire, sécurisé et immaculé. Les haies étaient parfaitement taillées et l'allée était bordée de lumières à détecteurs de mouvements qui suivaient chacun de mes mouvements, me donnant l'impression d'être constamment surveillé. Mais ce n'était pas seulement les caméras de sécurité ou les portes verrouillées qui rendaient la maison étrange, c'était aussi le silence. Même les enfants ne parlaient pas à moins d'y être invités. Lorsqu'ils l'ont fait, ils ont utilisé des phrases complètes, pas de « puis-je » ou « s'il vous plaît », juste « oui » ou « non, madame ». Ce n'était pas mignon. C'était effrayant. Ils n'étaient pas seulement bien élevés, ils étaient formés. Il y avait des signes avant même que je trouve la pièce cachée. De petites choses ou de petits drapeaux rouges qui semblaient insignifiants eux-mêmes mais qui formaient un motif inquiétant une fois reconstitués. Par exemple, lorsque j'ai demandé au garçon s'il aimait l'école, il a fait une pause avant de répondre « Il nous éduque à la maison ». J'ai appuyé plus loin. « Avez-vous un sujet préféré ?»« Nous n'avons pas de favori », a-t-il répondu, presque trop machinalement. Ce n'était pas seulement étrange, c'était robotique. Un jour, j'en ai parlé à Carla, la gouvernante, une femme tranquille d'une cinquantaine d'années qui était toujours là mais qui ne disait jamais grand-chose. Elle m'a regardé avec des yeux fatigués et m'a simplement dit « Faites votre travail et ne posez pas de questions ». Il ne fallut pas longtemps avant que je commence à remarquer les gardes. Ils ne portaient pas d'uniforme de sécurité, ne parlaient pas aux enfants et traînaient toujours autour des sorties ou près des caméras. Un jour, j'ai demandé à l'un d'eux s'il était agent de sécurité. « Je suis juste là pour m'assurer que tout respecte le calendrier prévu », a-t-il répondu, sans badge, sans nom et sans sourire. À l'intérieur,
je commençais à réaliser que j'étais tombé sur quelque chose de bien plus grand qu'un travail de babysitting. Même la disposition de la maison était étrange. 4 portes fermées au rez-de-chaussée seulement, chacune nécessitant une carte d'accès. Une porte menait aux chambres des enfants, et quand j'ai demandé à Carla ce qu'il y avait derrière, elle a simplement répondu « stockage ». Monsieur Harrison aime que les choses soient en sécurité. Et puis il y avait les fenêtres, pas une seule n'était ouverte. Elles étaient fermées par du verre trempé, sans ventilation, sans aucun moyen de laisser entrer l'air frais. La climatisation était toujours réglée sur une température glaciale de 19 degrés Celsius, et il y avait une note dans le carnet qu'ils m'ont remis le premier jour, maintenez la température intérieure à 19 degrés C. Ne changez en aucun cas le thermostat. Au début, je pensais que c'était juste une riche excentricité. Mais ensuite, il y a eu les photos dans le bureau de Rick. Pas de famille, pas de célébrité, juste des photos d'argent. Des piles de billets enveloppés dans des pièces de monnaie étrangères, des pièces de monnaie anciennes disposées selon des motifs complexes. Une photographie montrait même une série de passeports, disposés comme des cartes à jouer. C'est à ce moment-là que j'ai compris, le Rick Harrison que tout le monde connaissait, le millionnaire plein d'esprit et terre à accent grave terre, n'était qu'une illusion. Un déguisement. L'homme qui existait réellement derrière ces portes closes n'avait rien à voir avec celui que l'on voyait à la télévision. Dans cet environnement étroitement contrôlé, où chaque détail était méticuleusement organisé, même les enfants n'étaient pas autorisés à sourire, sauf instructions explicites. Le Rick Harrison de History Channel, qui a souri avec désinvolture devant les caméras, était très éloigné de l'homme qui avait construit des pièces secrètes derrière des étagères remplies de faux passeports et de dossiers mystérieux. Ce n'est que lorsque je suis rentré chez moi ce soir-là, incapable de dormir, que j'ai commencé à approfondir les détails. Les images, les documents, l'argent que j'avais vu tournoyer dans mon esprit. Au début, j'ai essayé de me convaincre que j'avais du tout mal comprendre. Peut-être que les pièces cachées n'étaient qu'un bunker de sécurité, ou peut-être même une salle de panique, quelque chose de tout à fait ordinaire. Mais en approfondissant les finances de Rick Harrison, j'ai découvert quelque chose de bien plus troublant. Rick possédait des dizaines de SARL dont certaines, bien sûr, étaient attendues, des sociétés de production, des entreprises immobilières, des licences de marque. Mais d'autres semblaient plus mystérieux. L'un d'eux s'appelait Witavision LLC. Un autre était répertorié sous le nom de RH Global Debuchen. Les noms ne signifiaient rien pour moi, et ce qui était encore plus étrange, c'est qu'aucun d'entre eux n'avait de site web ni de coordonnées publiques, seulement des boîtes postales dans des États que Rick n'avait jamais visités publiquement. Curieux, j'ai recherché certains noms d'entreprises dans une base de données de dossiers commerciaux. Ce que j'ai découvert m'a surpris, ces entreprises avaient des liens avec des entrepôts d'expédition, des locations de véhicules de luxe et même des propriétaires de jets privés. Certains d'entre eux étaient enregistrés sous le nom de Rick, tandis que d'autres étaient masqués derrière des pseudonymes. Et certaines adresses correspondaient à celles liées à des entreprises précédemment liées à des opérations de traite d'êtres humains dans des villes comme Miami et Phoenix. C'est à ce moment-là que le malaise dans mon estomac s'est transformé en quelque chose de plus lourd, un poids qui s'est appuyé sur moi, rendant la respiration plus difficile. Il ne s'agissait pas d'une excentricité bizarre, mais d'un réseau soigneusement conçu, d'une infrastructure conçue pour servir un objectif caché. Mais la découverte la plus effrayante était encore à venir. J'ai décidé de revisiter quelques épisodes de Étoile de Pion pour voir si quelque chose dans les images pourrait ressortir. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de vraiment inquiétant. Dans un épisode, lors d'une négociation, Rick a fait une blague sur la contrebande de pièces d'or dans un sac à couches. Les autres personnes ont ri, le public a ri, mais maintenant, sachant ce que je savais, j'ai vu quelque chose dans son discours qui m'a fait frissonner. La façon dont il a dit que ce n'était ni ludique ni léger, c'était froid. C'était comme si ces mots étaient un souvenir, quelque chose de réel, pas une simple plaisanterie. L'homme que j'avais vu à la télévision était devenu trop à l'aise, trop confiant, trop certain que personne n'oserait remettre en question ce qui se cachait derrière le rideau. J'avais fait partie de ces personnes, celles qui n'y regardaient pas de trop près. Mais ensuite, par pur hasard, j'étais tombé sur un secret que je n'aurais jamais dû découvrir. À partir de ce moment-là, Rick Harrison a cessé d'être pour moi un simple prêteur sur gage. C'était un maître, un gardien de secrets que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. Les murs de sa maison n'étaient pas simplement conçus pour protéger des objets de valeur, ils étaient conçus pour dissimuler des vérités enfouies. Ce voyage a commencé comme tant d'autres, avec le désespoir. Je venais de perdre mon deuxième emploi à temps partiel. Le poids du loyer imminent,
les délais interminables et les cours épuisants m'ont laissé dépasser. Au début du semestre, j'avais jonglé entre mes cours, des missions de graphisme en freelance et du tutorat, mais à mi-session, tout s'était tari. Les offres d'emploi avaient cessé d'arriver et je me suis retrouvé éveillé à 3 heures du matin, parcourant sans réfléchir les sites d'offres d'emploi, espérant n'importe quoi, tout ce qui pourrait me rapporter de l'argent. Puis, lors d'une de ces nuits blanches, je l'ai vu. Il ne s'agissait pas d'une publicité qui attirait l'attention, mais plutôt d'un message privé via un serveur Discord que j'avais rejoint des mois plus tôt, une communauté où les étudiants échangeaient des pistes sur des missions de babysitting et des emplois annexes. Un utilisateur avec lequel je n'avais jamais interagi auparavant m'a envoyé directement un message, femme calme et fiable recherchée pour un travail de babysitting la nuit. Quartier prestigieux de Las Vegas, payé en espèces. Message privé pour plus de détails. J'ai hésité. Le nom de l'utilisateur était énigmatique, LV Monseigneur 04. Il n'y avait pas de photo, pas de lien vers les réseaux sociaux, rien. Juste un point vert indiquant qu'ils étaient en ligne. Habituellement, j'aurais ignoré quelque chose comme ça, mais le désespoir change votre jugement. Cela crée des opportunités à partir de choses qui devraient déclencher l'alarme. J'ai donc répondu en demandant plus d'informations. La réponse ne tarde pas, résidence privée, pas d'animaux, 2 enfants, horaire de 18h à 22h, $600 forfaitaire, pas de contrat, juste votre présence. Pas de téléphone pendant le quart de travail. C'est entendu. C'était là où les signaux d'alarme, tous. Pas de contrat. Aucun accord formel. Juste, compris. J'ai demandé, qui est la famille? La réponse fut presque indifférente, Rick Harrison. Le connaissez-vous? J'ai cligné des yeux. Ensuite, j'ai ri. Bien sûr, je pensais que c'était une blague. Mais lorsque l'utilisateur a envoyé une adresse partielle juste assez pour éveiller la curiosité, j'ai arrêté de rire. L'adresse correspondait à celle d'un quartier très exclusif d'Henderson, juste à l'extérieur de Las Vegas, un endroit connu pour sa sécurité stricte et ses propriétés coûteuses. Toujours sceptique, j'ai demandé des références. La réponse fut brève, pas nécessaire. Ils veulent quelqu'un de fiable. Vous serez surveillé par des caméras, c'est votre entretien. En toute logique, j'aurais dû m'en aller. N'importe quelle personne rationnelle l'aurait fait. Mais le désespoir peut vous pousser à commettre des actes imprudents. Cela recable vos instincts, vous fait ignorer vos doutes et vous convainc que peut-être cette fois, l'opportunité était réelle. Alors, j'ai accepté. On m'a dit de me présenter le soir même, de ne contacter personne au préalable et d'entrer par la porte latérale en utilisant un code qui me serait envoyé. N'apportez pas votre téléphone à l'intérieur. N'entrez pas dans l'aile ouest. Ne posez pas de questions. Les instructions m'ont énervé, mais j'ai mis mon malaise de côté. Peut-être s'agissait-il simplement de la paranoïa des riches. Peut-être que Rick avait déjà été brûlé par le personnel. Je ne savais pas, mais je me suis dit que c'était probablement normal. Les célébrités font face à des folies, des fuites et toutes sortes de problèmes que je n'arrivais pas à comprendre. J'ai réprimé mon malaise, j'ai préparé un petit sac et j'ai laissé un mot à mon colocataire. Pendant que je conduisais, l'air était étrangement calme, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Mes mains étaient moites, mon cœur battait plus vite à chaque kilomètre qui passait. L'isolement de la propriété m'a énervé. Ce n'était pas seulement loin de la ville, c'était coupé de tout. Quand je suis arrivé, la porte était entr'ouverte et ce détail m'a fait mal au ventre. Était-ce un test? Étais-je censé hésiter? Je me suis garé près des haies, j'ai emprunté le chemin jusqu'à la porte latérale et j'ai entré le code. La porte s'ouvrit avec un léger clic. Il n'y avait aucune voix, aucun signe de vie, juste le carillon lointain des carillons éoliens et la lueur des lumières extérieures projetant des ombres étranges contre les murs. Un homme m'a accueilli à l'intérieur. Ce n'était pas Rick Harrison. Il était grand, portait une veste sombre et son attitude était trop calme, trop immobile. Ses mains n'ont jamais quitté ses poches lorsqu'il a demandé « Êtes-vous la babysitter ?» J'ai hoché la tête et il m'a tendu sans un mot une petite boîte en velours. « Votre téléphone » dit-il d'une voix plate. J'ai hésité, puis je l'ai remis à contre-cœur. J'avais l'impression de franchir une ligne, mais je ne savais pas comment faire demi-tour. À l'intérieur, la maison était vierge, stérile même, comme un musée conçu pour impressionner mais pas pour accueillir. L'homme m'a conduit à la cuisine, où 2 enfants étaient assis sur un îlot, vêtus de vêtements simples et neutres.
Ils savent quoi faire. Dîner à 6h30, coucher à 9h, lumières éteintes à 9h30. Restez au rez-de-chaussée, ordonna-t-il, d'une voix froide et impersonnelle. Sans attendre de réponse, il disparut dans le couloir. Je me suis approché des enfants avec précaution, les yeux vides alors qu'ils se tournaient vers moi, polis mais distants. « Bonjour, dis-je, je suis la baby-sitter. » Ils acquiescèrent à l'unisson. « Avez-vous faim ?» J'ai demandé. « Ouais. » Il n'y avait ni chaleur, ni émotion, juste une réponse robotique. J'ai préparé les repas tout préparés, préemballés dans des contenants et les portant des noms que je ne connaissais pas et les enfants ont mangé en silence. Leurs mouvements étaient raides, mécaniques, leurs yeux fixés vers l'avant, sans jamais rencontrer les miens. Ensuite, je leur ai demandé s'ils voulaient jouer ou lire. La réponse du garçon était effrayante dans sa platitude, « Nous n'avons pas le droit de jouer sauf si c'est le week-end. » La fille n'a pas répondu du tout. Cela ressemblait moins à du babysitting qu'à l'observation de deux automates, une performance de l'enfance, rien de plus. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, 19h08. Le temps semblait avancer. Le silence régnait dans l'air, presque étouffant. Il n'y avait ni musique, ni rire, juste le bourdonnement occasionnel de la climatisation et le clic subtil, presque imperceptible, des caméras de sécurité alors qu'elles s'ajustaient, scrutant chaque recoin de la maison. Vers 20h50, sans que personne n'ait besoin de dire un mot, les enfants se sont levés du canapé et se sont dirigés silencieusement vers leur chambre. Je les ai suivis, m'assurant qu'ils se brossaient les dents, mais au moment où j'atteignais le couloir, les portes s'étaient déjà fermées. Pas de bonne nuit, pas de bavardage, juste la finalité calme et froide de l'événement. C'était tout. J'étais seul. Vers 21h, la maison était complètement immobile. Aucune télévision ne sonnait en arrière-plan, aucun téléphone ne sonnait pour distraire, personne ne venait frapper pour discuter. Le vide était assourdissant. Et c'est à ce moment-là que mon agitation s'est installée. Au début, c'était une petite impulsion, juste un besoin de bouger, de regarder autour de moi, d'explorer un peu. Je n'enfreignais aucune règle pas encore mais je commençais à ressentir le poids de quelque chose. Quelque chose n'allait pas dans cet endroit et je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai dérivé de la cuisine au salon, puis du salon au bureau. C'est à ce moment-là que je l'ai trouvé, la bibliothèque. La porte derrière elle se révélerait avec le temps, mais pour l'instant, c'était juste le sentiment de malaise murmuré qui me déstabilisait. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que le travail pour lequel j'avais été embauché, cette maison que j'étais censé protéger et tout ce que je pensais comprendre à propos de Rick Harrison étaient tous construits sur un mensonge. L'offre d'emploi n'était pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une coïncidence qui m'a amené ici. J'avais été choisi pour une raison, et au fil des heures, j'ai commencé à réaliser que ma présence dans cette maison n'avait pas pour but de faire du babysitting. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus sombre. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur une personne grâce à sa façon de vivre. Pas seulement par les meubles qu'ils choisissent ou le type de café qu'ils boivent, mais aussi par la façon dont ils aménagent leur espace, les règles qu'ils appliquent et les parties de leur maison qu'ils choisissent de isoler. Le manoir Harrison n'était pas différent, même si sa présentation de richesse et de pouvoir cachait bien plus qu'elle ne révélait. En surface, cela avait l'air impeccable. Les parquets en bois poli brillaient sous la lumière des grands lustres. Les baies vitrées laissent entrer la vue sur le vaste terrain. Des tapis importés recouvraient le sol et la salle à manger était suffisamment grande pour accueillir 12 personnes confortablement. Mais derrière cette opulence, quelque chose n'allait pas, voire même profondément. Ce n'était pas qu'une seule chose, c'était toute l'atmosphère. La maison, malgré sa grandeur, semblait vide. Il n'y avait pas de photos de famille sur les murs, pas de dessins d'enfants collés avec des aimants sur le réfrigérateur, pas de jouets laissés négligemment dans les coins des pièces. Il n'y avait pas de jeux dans les armoires, pas de jus de fruits ou de collation dans le réfrigérateur, et pas même un morceau de Lego égaré enfoui au fond des coussins du canapé. C'était comme si la maison avait été conçue pour effacer toute trace d'enfance. Les enfants étaient là, certes, mais toujours en arrière-plan, plus comme des accessoires que de vraies personnes. Ils existaient, mais seulement dans l'ombre, jamais pleinement présents. Le rez-de-chaussée du manoir ressemblait plus à une salle d'exposition qu'à une maison, tout était impeccable, méticuleusement agencé et étonnamment impersonnel. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point chaque surface semblait n'avoir jamais été touchée. C'était comme si quelqu'un passait chaque matinée à effacer tout signe de vie, toute trace de présence humaine. Les comptoirs de la cuisine étaient si polis qu'ils brillaient à la lumière,
reflétant les suspensions au-dessus d'eux. Le réfrigérateur en acier inoxydable était exempt de traces de doigts et le garde-manger était organisé de manière troublante, chaque boîte de céréales parfaitement alignée, chaque boîte de conserve pivotait de manière à ce que l'étiquette soit tournée vers l'avant. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence. Le calme de la maison n'était pas seulement une absence de bruit, il était contrôlé, régulé, presque suffocant. Le son lui-même était interdit ici. J'ai appris cela à mes dépens un soir, après que les enfants se soient couchés. J'ai accidentellement fait tomber une cuillère en bois du comptoir. Il tomba au sol avec un fracas violent. En moins de 10 secondes, un homme en veste, une silhouette qui partageait la même carrure et le même visage inexpressif que les autres, apparut au bord du couloir. Ses bras étaient croisés, son regard fixé sur moi sans un mot. Je me penchai lentement, ramassai la cuillère et la replaçai dans son bol. Il n'a pas parlé, il m'a juste regardé le faire, puis a disparu dans l'ombre. Il n'y avait pas de mots, juste la présence lourde de quelqu'un qui regardait. Ce n'était pas un incident isolé. Chaque son, même le plus léger, semblait attirer leur attention. Un robinet qui tournait trop vite en rinçant une assiette, un éternuement, à chaque fois, un gardien apparaissait, debout, silencieux, attendant. Les enfants parlaient d'une voix calme et plate, sans jamais élever la voix. Quand ils marchaient, c'était toujours silencieux, comme s'ils planaient. Même leur rire, quand il éclatait, semblait forcé, nerveux, comme une réponse à un ordre tacite. Ils avaient sans aucun doute été entraînés à réduire le bruit au minimum, à être vus mais jamais entendus. Un soir, j'ai trouvé le règlement intérieur dans un cahier en fouillant dans un tiroir près du réfrigérateur. Il était déguisé en manuel de garde d'enfants, mais son contenu ressemblait davantage aux directives d'un établissement de haute sécurité. Les pages étaient plastifiées et organisées par onglets colorés avec des titres tels que « Protocole sonore »,« Conformité aux horaires »,« Surveillance des comportements » et « Protocole d'incident ». Dans le cadre des protocoles sonores, il existait des limites de décibels spécifiques pour différents moments de la journée. Les activités en cuisine, par exemple, devaient rester en dessous de 40 décibels entre 18h et 18h. Et 22h qui mesure le bruit dans une maison comme celle-ci? Qui a besoin de réglementer le bruit à ce point? La section sur les protocoles en cas d'incident décrivait les mesures à prendre si les enfants devenaient non conformes, c'est-à-dire non pas en train de se comporter mal, mais en cas de non-conformité. Ce mot m'est resté. C'était le genre de langage que l'on trouvait dans un manuel de formation en prison, pas dans un guide parental. Et puis il y a eu les caméras. Au début, je pensais qu'il s'agissait simplement de caméras de sécurité typiques, celles que la plupart des familles riches installent. Mais au bout de quelques jours, j'ai réalisé que l'aménagement avait été soigneusement calculé. Il y avait au moins 13 caméras rien qu'au rez-de-chaussée, chacune pointée vers l'intérieur, aucune n'étant tournée vers les fenêtres. Ces caméras ne surveillaient pas les menaces extérieures, ils surveillaient constamment ce qui se passait à l'intérieur. Dans la cuisine, dans les couloirs, même dans le petit coin lecture situé entre le bureau et la salle de bain des invités. Le plus troublant de tous était la caméra installée au-dessus des chambres d'enfants, dont la lumière rouge clignotait toujours allumée. Une fois, j'ai interrogé Carla, la gouvernante, à ce sujet. « Ce n'est pas un peu trop ?» dis-je en désignant la caméra. Son expression faiblit et elle parut se raidir. « Ils disent que c'est pour la sécurité » a-t-elle répondu, la voix lointaine, pour que les enfants soient protégés. Elle n'a jamais dit qui il était. Carla aussi était étrange, toujours silencieuse, toujours en mouvement avec un sentiment de malaise. Ses yeux se tournaient constamment vers elle et elle ne s'attardait jamais trop longtemps au même endroit. Chaque fois que le nom de Rick apparaissait, même avec désinvolture, elle se raidissait, tout son comportement devenant rigide, comme si un interrupteur invisible avait été actionné en elle. Un jour, alors que je pliais du linge dans le couloir du fond, Rick est venu et a murmuré « Cette maison avale des secrets. Faites juste votre temps et ne creusez pas trop profondément. » C'est la dernière chose personnelle qu'il m'a dite. Ensuite, il y avait l'aile ouest. Je n'en ai jamais vu grand-chose, juste l'entrée. Double porte en chêne massif renforcée de métal, clavier et lecteur d'empreintes digitales encastrés dans le mur, serrure numérique qui émettait un bip dès que quelqu'un s'approchait trop près. Les gardes l'ont qualifié de « restreint ». Un jour, en plaisantant à moitié, j'ai demandé à l'un d'eux, qu'y a-t-il derrière les portes de l'aile ouest? Il n'a même pas esquissé un sourire. Ce ne sont pas vos affaires, répondit-il catégoriquement. Plus tard, j'ai aperçu brièvement les portes légèrement entr'ouvertes. J'ai vu un sol carrelé,
Une lumière fluorescente intense et quelque chose de blanc, peut-être une blouse de laboratoire. C'était trop rapide à distinguer, mais cela ne ressemblait pas à un salon. Cela ressemblait plus à une clinique. Un jour, le garçon dont je n'ai jamais appris le nom m'a demandé s'il pouvait utiliser les toilettes des invités au lieu de celles à côté de sa chambre. « Le vôtre est-il cassé ?» J'ai demandé. « Non, dit-il, je n'ai pas le droit de l'utiliser aujourd'hui. »« Pourquoi pas ?»« Parce que c'est mardi. » C'est là que j'ai compris, les enfants n'étaient pas élevés. Ils étaient contrôlés. Leur vie était programmée, réglée, gérée avec une précision militaire. Une fois, j'ai vu un tableau sur le réfrigérateur, un graphique de « mesures comportementales ». Il suivait le sommeil, l'alimentation, la parole et les progrès des enfants, avec des notes hebdomadaires. Une case était entourée de rouge avec le mot « échec » écrit à côté. Il ne vivait pas dans une maison. Il faisait partie de quelque chose de bien plus vaste, de bien plus sinistre. Pendant tout ce temps, Rick était absent. C'était son fantôme qui hantait la maison, la présence invisible, le nom qu'ils utilisaient pour faire respecter les règles. Les règles qui ressemblaient davantage à des commandes. Monsieur Harrison n'aime pas ça. Rick préfère le silence après le dîner. Vous ne voulez pas mettre Monsieur Harrison en colère. Mais je ne l'ai jamais vu. Pas une seule fois. Il n'existait que dans les histoires, dans les instructions murmurées, dans les yeux fixes des caméras de surveillance, mais jamais en personne. Jamais avec un visage, jamais avec une voix. Cela m'a fait me demander, qui était réellement responsable de cet endroit? Rick était-il au moins conscient de ce qui se passait dans sa maison, ou était-il le cerveau derrière tout cela? Plus j'y passais de temps, plus je me posais des questions. Et chaque fois que j'essayais de trouver des réponses, la maison répondait de la même manière, d'un silence troublant, énigmatique dans sa froideur. Les regards glaçants. Les portes qui se fermaient avec une précision étrange. Carla s'éclipse dans les couloirs sombres comme un fantôme. Plus j'y pensais, plus cela devenait clair, ce n'était pas une maison. C'était une machine, un environnement froid, méticuleusement conçu, où chaque élément, chaque variable était contrôlée. Même les babysitters comme moi ont été sélectionnés, scrutés et surveillés. Mais pas pour protéger les enfants, oh non, quelque chose de plus profond, de bien plus sombre était en train d'être sauvegardé. Quelque chose de caché. Quelque chose derrière une porte que je n'avais pas encore trouvée. Mais je savais que je le trouverais. Je devais le faire. Et quand je l'ai fait, quand j'ai ouvert cette étagère et que je suis entré dans l'obscurité suffocante, j'ai finalement compris. Ce n'était pas n'importe quelle maison. C'était la maison de Rick Harrison. Pas un manoir. Pas une maison. Mais un coffre-fort. Un coffre-fort rempli de secrets, où un seul faux mouvement pourrait sceller mon destin, m'enfermant avec eux pour toujours. Cela faisait une semaine que j'avais commencé à travailler dans le manoir de Rick Harrison. 7 jours de silence à étouffer, à regarder des enfants qui ne souriaient jamais, à chuchoter autour de gardes qui ne semblaient jamais cligner des yeux, à essayer de suivre des règles écrites comme des protocoles pour une expérience tordue. J'avais joué le jeu en me disant que je réagissais de manière excessive, que j'imaginais juste des choses. Après tout, j'étais bien payé et j'avais besoin d'argent. Mais au fond, la maison commençait à me peser dès le premier jour. Et la 7e nuit, quelque chose s'est brisé en moi. Cela a commencé comme n'importe quel autre changement. Je suis arrivé juste avant 6 heures, je suis entré par la porte latérale avec le code, j'ai placé mon téléphone dans le coffre-fort et j'ai signé le presse-papier. L'homme à la porte qui n'a jamais prononcé son nom a hoché la tête brièvement, les lèvres serrées comme toujours, avant de disparaître dans le couloir. Les enfants étaient déjà assis à la table de la cuisine, leurs assiettes, couteaux et récipients parfaitement alignés, attendant en silence l'autorisation de manger. Ils n'ont jamais posé de questions. Ils n'ont jamais dit un mot au-delà de ce qui était absolument nécessaire. Le dîner était le même que d'habitude. Une affaire silencieuse. J'ai essayé de proposer une conversation, mais mes mots restaient en suspens, intacts. Lorsqu'ils eurent terminé, ils rincèrent leurs assiettes, les séchèrent avec une précision robotique et les placèrent soigneusement aux endroits qui leur étaient assignés. À 8h55 précises, ils sont sortis de la cuisine, se sont dirigés vers le couloir et ont disparu dans leur chambre. J'étais seul une fois de plus. Mais c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rompre avec ma routine. J'étais fatigué de me sentir prisonnière dans une maison qui était censée m'appartenir.
Fatigué de savoir que j'étais constamment surveillé par des caméras, par des gardes et peut-être même par Rick lui-même depuis un point de vue caché. J'avais besoin d'un moment. Un moment où je n'ai pas eu à remettre en question chaque respiration, chaque regard, chaque pas que je faisais. Alors j'ai nettoyé. J'ai commencé par le salon, redressant les coussins, alignant les magazines, essuyant la table basse en verre avec un chiffon qui sentait légèrement le citron. Ensuite, j'ai déménagé au bureau. Le bureau était toujours froid. Les planchers en bois sombre craquaient sous les pieds et une seule lampe dans le coin projetait un cône de lumière jaune sur le bureau. Des étagères bordaient chaque mur, chacune remplie de volumes reliés en cuir qui ressemblaient plus à une décoration qu'à quelque chose destiné à être lu. Mais cette nuit-là, quelque chose n'allait pas. L'un des livres sur la 3e étagère dépassait légèrement. Ce n'était pas aligné avec les autres. Juste une fraction de pouce, mais suffisamment pour attirer mon attention. Je l'ai attrapé, curieux. Mais ça n'a pas bougé. Au lieu de cela, la bibliothèque entière gémit, un clic mécanique se répercutant dans l'air. L'ensemble du cadre s'est déplacé, non pas vers l'extérieur, mais sur le côté, comme s'il était monté sur un rail caché. Mon cœur battit dans ma poitrine. J'ai placé les 2 mains sur le bord de l'étagère et j'ai poussé. Doucement. Ça a bougé. Derrière se trouvait un couloir étroit, froid et inachevé. Les murs en béton étaient nus, sans peinture, sans moulure, juste un espace austère, brut et inachevé. Un tuyau métallique longeait le mur de gauche et une seule ampoule vacillante pendait au-dessus d'un escalier qui descendait dans l'obscurité. Je me suis figé. Mon instinct me criait de fermer la porte, de m'éloigner, d'oublier ce que j'avais vu. Mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, de plus sombre m'a tiré vers l'avant. À chaque pas, les planches gémissaient sous mon poids. L'air est devenu plus froid à mesure que je descendais, le froid s'infiltrant dans mes os comme si j'entrais dans un sous-sol qui n'avait jamais vu la lumière du soleil. Au bout du couloir, le chemin tournait brusquement à gauche et se terminait devant une seule porte métallique. Pas de poignée. Juste un clavier et un scanner biométrique. Le clavier clignota avec une douce lueur verte. Par instinct, j'ai appuyé sur le bouton situé à l'intérieur de l'encadrement de la porte. Sentiment. La porte s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une petite pièce, pas plus grande qu'un placard, mais suffisamment remplie pour me glacer le sang. Des piles d'argent. Des piles de documents. Passeport. Disque dur. Photos de surveillance, des visages que je n'ai pas reconnus. Des sacs de pièces de monnaie, chacun portant des initiales que je n'arrivais pas à localiser. Mais le plus troublant était l'odeur. Un mélange de poussière, de métal froid et de quelque chose de stérile, comme une chambre d'hôpital croisée avec un centre de serveur. Le mur du fond était tapissé de photos. Pas encadrées, juste épinglées, comme si quelqu'un les avait placées à la hâte. La plupart d'entre eux étaient des images de surveillance granuleuses en noir et blanc. Enfants. Hommes. Femmes. Certains bougeaient, d'autres restaient immobiles. Certains dormaient. L'encre rouge griffonnait les photos, transfert, effacé, 7. Mon estomac se retourna. Au centre de la pièce se trouvait une petite table encombrée de papiers. Itinéraire de vol, factures, dossiers marqués de codes que je ne reconnaissais pas, ISB, LV, Pechex, MNL. Et, chose effrayante, un dossier intitulé « Emplacement de dérive ». Je me suis souvenu du nom, Drift. Rick l'avait mentionné une fois lors d'une rediffusion de Pawn Star. Une île privée, comme il l'avait appelée. Un havre secret. Mais ce n'était pas le pire. Il y avait des dizaines de cahiers, chacun anonyme. J'ai ouvert le premier. À l'intérieur se trouvaient des enregistrements, des comptes détaillés retraçant les mouvements des personnes. Photos de jeunes associés à des cartes d'identité à code barre. Date d'arrivée. Profilé par. Convient pour le transfert. Derniers emplacements connus. Les mots se brouillaient, le sens de plus en plus inquiétant à chaque page que je tournais. Je reculais, mon pouce accélérant, ma peau rampante. Chaque fibre de mon être criait que je ne devrais pas être là. Et c'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Une porte s'ouvrit au-dessus de moi en grinçant. Des pas lents et délibérés résonnaient dans le couloir. J'ai refermé le cahier, mon cœur battant la chamade alors que je scrutais la pièce dans un silence frénétique. Il n'y avait aucune issue. Pas de trappe. Pas de fenêtre. Aucun passage caché.
Aucun moyen de s'échapper. Mais ensuite, mes yeux ont aperçu quelque chose, un petit loquet au bas de la table. Sans même y penser, je me suis penché, j'ai appuyé dessus et j'ai regardé avec soulagement toute la base de la table s'ouvrir, révélant un compartiment creux en dessous. Sans une seconde à perdre, je me suis faufilé à l'intérieur, luttant pour respirer dans l'espace confiné. Par une fissure étroite, j'ai vu entrer des bottes du cuir noir, des pas lourds et délibérés et une grande silhouette. Ils n'ont pas parlé. La silhouette se dirigea directement vers le bureau, ramassa le cahier que je venais de parcourir, feuilleta les pages, puis se figea. Une légère inclinaison de la tête, comme si quelque chose n'allait pas. J'ai retenu mon souffle. Le temps semblait ralentir jusqu'à devenir insupportable. Puis, après ce qui leur parut des heures, ils laissèrent tomber le cahier, tournèrent les talons et partirent. La porte se referma derrière eux, le son résonnant dans le silence. J'ai attendu ce qui m'a semblé une éternité avant d'oser sortir de ma cachette. Je n'ai pas pris la peine de réinitialiser l'étagère en partant, je viens de courir. J'ai sprinté dans le couloir, monté les escaliers, traversé le bureau et suis sorti par la porte d'entrée. Je ne me suis même pas arrêté pour récupérer mon téléphone dans le coffre-fort. Je me suis jeté dans ma voiture, j'ai reculé dans l'allée et je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, il était impossible de dormir. Les images de la pièce secrète revenaient sans cesse dans mon esprit, comme une bobine de film incessante. Les visages au mur, les dossiers marqués de mots troublants comme « dérive » à l'encre rouge, et ce foutu carnet, plein de ce qu'on pourrait appeler seulement un inventaire. Ce n'était pas seulement une pièce cachée. C'était un centre d'opération, un centre sombre de logistique et d'activités secrètes, et je n'aurais pas dû le trouver. Quand je suis finalement revenu à mon appartement, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien dit à mon colocataire. J'ai simplement fermé la porte de ma chambre, je me suis effondré contre elle et je me suis assis en silence, regardant dans l'obscurité. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable, mon cœur battait à tout rompre comme s'il ne s'était pas arrêté depuis des heures, toujours pris dans la montée d'adrénaline de cette nuit. Bien que je sois à la maison, en sécurité ou du moins physiquement, mon esprit et mes émotions étaient toujours piégés dans cette pièce. Cette nuit-là a tout changé. Les images, les dossiers, les piles de passeports, les noms des enfants, certains à peine plus âgés que ceux dont je m'occupais, sont restés gravés dans ma mémoire. Les références codées, lieux de dérive, ISB, Peuchex. Et le plus effrayant de tous, les photographies. Des personnes capturées à leur insu dans des environnements quotidiens au cours d'école, supermarchés, arrêts de bus ou avec des notes énigmatiques griffonnées dessous comme si elles étaient méticuleusement étudiées. Ce n'était pas une salle de panique. Ce n'était pas une installation de stockage. C'était une carte des identités, des mouvements, des transactions. Un récit détaillé de la vie des gens, et j'étais tombé dessus. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'homme aux bottes, à la façon dont il s'arrêtait après avoir feuilleté le cahier, sentant que quelque chose n'allait pas. J'étais sûr qu'il savait que j'étais là. Voudrait-il vérifier les caméras de sécurité? Il saurait que c'était moi. À l'aube, j'ai pris une décision. Je n'y retournerai pas. Je me fichais des $600 qu'il me devait. Je préférerais mourir de faim plutôt que de remettre les pieds dans cette maison. Mais je savais que ce n'était pas si simple. J'avais vu quelque chose que je n'aurais pas dû, quelque chose qui a tout changé. Et j'avais appris à mes dépens que le silence n'était pas seulement une mesure de sécurité, il était essentiel à la survie. Le silence signifiait la survie. Le briser entraînait des conséquences. Plus tard dans la journée, mon téléphone a sonné avec un message provenant d'un numéro inconnu. Merci pour votre temps. Vos services ne sont plus nécessaires. C'était court. Froid. Final. Pas de nom. Aucune explication. Juste le sentiment indubitable qu'il fermait la porte essayant de clore le chapitre sur moi. J'aimerais pouvoir dire que tout s'est arrêté là, que j'ai continué, que j'ai enterré l'expérience et que je n'ai jamais regardé en arrière. Mais ce n'était pas si simple. 3 jours après mon départ, j'ai commencé à le voir, un SUV noir, toujours garé à un pâté de maison de mon appartement. Ne cours jamais. Juste assis là. Au début, je me suis dit que c'était juste une coïncidence, que peut-être quelqu'un rendait visite à un voisin. Mais ensuite, il a commencé à apparaître à des endroits étranges, à l'extérieur de mon campus universitaire, près du gymnase que je fréquentais, même une fois derrière moi à un feu rouge alors que je rentrais chez moi.
Cela ne m'a jamais suivi. Il n'a jamais bougé. Il est resté là, assez longtemps pour que je le remarque, assez longtemps pour que ma paranoïa commence à prendre racine. J'ai essayé de prendre des photos, mais au moment où j'ai attrapé mon téléphone, le SUV avait disparu. J'ai pensé à en parler à quelqu'un, à la police. Mais que dirais-je? J'ai trouvé une salle de surveillance cachée dans la maison de Rick Harrison, et maintenant je pense que je suis surveillé. Il rirait. Ou pire, considérez-moi comme paranoïaque. Alors, je suis resté silencieux jusqu'à ce que la lettre arrive. Aucune adresse de retour. Pas de timbre. Juste une simple enveloppe blanche glissée sous ma porte pendant que j'étais en cours. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier pliée en deux. Sur celui-ci, 5 mots, écrits en lettres majuscules grasses. Ne parle pas, ne reviens pas. Rien de plus. Aucune menace, aucune signature. Mais il n'y avait besoin de rien d'autre. Ils savaient que j'avais vu quelque chose et ils envoyaient un message. Un avertissement. Ne parlez pas. N'enquêtez pas davantage. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'avais besoin de savoir si ce que j'avais vu était réel. Si les photos, les documents, les preuves, si tout cela pouvait être fabriqué. J'avais besoin que quelqu'un d'autre me dise que je n'étais pas fou. Alors, j'ai appelé un ami, pas n'importe quel ami, mais un étudiant en journalisme à qui j'avais confiance pour ma vie. Elle s'appelait Ambre. Nous avions grandi ensemble. Elle savait quand je mentais, quand j'avais peur, quand j'étais au bord du gouffre. Je ne lui ai pas tout dit, mais je lui en ai dit assez pour attirer son attention. J'ai vu quelque chose, dis-je. Quelque chose que je n'aurais pas dû voir. J'ai besoin de votre aide pour le vérifier. Elle m'a invité ce soir-là. Je lui ai montré les croquis que j'avais faits de la pièce, les tiroirs, les dossiers, les étiquettes. Je me suis même souvenu de certains noms de dossiers. Amber écoutait attentivement, son expression illisible. Ensuite, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Vous devez le dire à quelqu'un. Ce n'est pas seulement effrayant. C'est criminel. Je voulais agir. Je l'ai vraiment fait. Mais je ne savais pas comment. Je n'avais aucune preuve, aucune photo, aucun dossier, rien de concret à remettre aux autorités. Amber a promis de l'aider. Elle avait des contacts dans un petit journal indépendant. Peut-être qu'il pourrait enquêter. Peut-être qu'il pourrait découvrir la vérité là où je ne le pouvais pas. Mais 2 jours plus tard, Amber m'a appelé, paniquée. Ils sont venus chez moi, dit-elle. 2 hommes en costume. Ils ont dit qu'ils donnaient suite à une plainte pour bruit, mais ils posaient des questions sur vous. Ils connaissaient votre nom. C'est à ce moment-là que ça a cliqué. Ce n'était pas seulement de la surveillance. C'était de l'intimidation. Ils ne me surveillaient pas seulement. Ils resserraient l'étau. S'assurer que j'ai compris les conséquences d'un non-respect des règles. Ce soir-là, j'ai fait un sac. J'ai emménagé avec un cousin à 2 villes de là. J'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai supprimé mes réseaux sociaux. Disparu. Mais je n'ai jamais oublié. Et je n'ai jamais cessé de me demander, que se serait-il passé si je n'étais pas sorti de cette pièce? Et si j'étais resté encore 1 minute? Et si les bottiers m'avaient attrapé? Ils m'auraient interrogé. M'a supprimé. M'a ajouté à un dossier qui leur est propre. Il y a une nuit que je n'oublierai jamais. Environ 1 semaine après ma fuite, je me suis réveillé et j'ai trouvé un morceau de papier glissé sous la porte de ma chambre de motel. Pas d'enveloppe cette fois. Juste une question, écrite à l'encre noire. Qui d'autre sait ce que tu as vu? J'ai lutté avec cette décision pendant des semaines. Chaque jour apportait de nouvelles vagues de panique, de culpabilité et d'urgence. J'ai dormi avec un œil ouvert. J'ai revérifié les serrures de la porte. Je sursautais à chaque coup inattendu. Ce n'était plus de la paranoïa. C'était la survie. Parce que peu importe combien j'essayais de l'enterrer, le souvenir de cette pièce cachée restait en moi. Les piles de passeports. Les photographies. Les passeports. Le mot « dérive ». Les notes froides et mécaniques à côté des visages des gens. Transférés. Effacés. Fixés. Je devais le dire à quelqu'un. Mais à qui pouvais-je faire confiance alors que l'homme derrière tout cela était une personnalité bien connue de la télévision, avec des relations,
de l'argent et une maison plus fortifiée qu'une ambassade fédérale? Vers qui vous tournez-vous lorsque les gens qui vous regardent ne portent pas de badge ou d'uniforme, mais des costumes coûteux, des lunettes de soleil sombre et la capacité de disparaître en un clin d'œil? Mais d'une manière ou d'une autre, je l'ai fait. Je suis entré dans un poste de police du centre-ville, tenant mon journal à la main, des dizaines de pages remplies de notes, de dates, de diagrammes, d'étiquettes de dossiers et même des noms dont je me souvenais dans la pièce secrète de Rick. Je me suis assis avec un agent de patrouille et j'ai essayé d'expliquer ce que j'avais vu. Je n'ai pas mentionné Rick au début. Je pensais que cela pourrait les amener à me prendre plus au sérieux si j'y parvenais lentement. Mais dès que j'ai mentionné les pièces cachées et les passeports, le visage de l'officier a changé. Son attitude entière a changé. Son stylo tomba de sa main, atterrissant avec un bruit sourd sur le bureau, et ses yeux se fixèrent sur moi comme s'il cherchait les fissures dans mon histoire.